Salut et bienvenue sur Anakaland. La mini-série The Walking Dead The One Who Live vient de s'achever aux États-Unis et elle arrive enfin en France grâce à Paramount+. Il est donc temps pour un petit bilan de cette série tant attendue par les fans de la franchise. Cette mini-série, coécrite par Scott M. Gimple, le showrunner de la franchise, secondée par nul autre qu'Andrew Lincoln et Danai Gurira, tous deux très impliqués dans ce projet, car eux aussi voulaient une vraie conclusion à l'histoire de leur personnage. Ce projet, qui aura mis 6 ans à voir le jour, apporte donc enfin une conclusion à l'intrigue entourant le départ de Rick, ainsi que la quête de Michonne pour le retrouver. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette conclusion était assez exceptionnelle, même si son final soulèvera pas mal de questions. La première étant, évidemment, était-elle à la hauteur de la franchise? Et avait-elle de quoi vraiment satisfaire les fans? C'est évidemment ce à quoi je vais tenter de répondre avec cette vidéo. Je vais certes tenter d'être le plus objectif possible, mais ça reste un point de vue. Donc n'hésitez pas à partager le vôtre et surtout votre ressenti après ce final. Pour cette vidéo, je vais donc spoiler sans scrupule la série dans son ensemble. Et comme le découpage des épisodes est plutôt très efficace, je vais plus ou moins suivre le déroulé des événements de la série. Mais sans pour autant tout détailler, après tout, vous avez vu la même série que moi, donc ça devrait le faire. Alors avant de se lancer, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo pour aider la chaîne à grandir toujours plus. Et c'est parti! Cette nouvelle petite série de 6 épisodes était plus ou moins un retour aux sources de la franchise The Walking Dead. Peut-être pas pour ce qui est du côté survie dans un monde post-apo, comme l'avait été Daryl Dixon avec son voyage à travers une France dévastée, mais plutôt pour ce qui est de la qualité de la réalisation, de la production design et de son écriture. Même si je sais que c'est pas évident pour ce qui est du final, mais on en reparle un peu plus tard, pas d'inquiétude. En effet, le choix de la colorimétrie rappelle vraiment la série originale, avec ce côté très fade, de même que la musique, ou tout simplement cette ambiance familière sur le produit fini. On a aussi une mise en scène et un découpage de très bonne qualité. On se rend très vite compte qu'on est dans une série de haut niveau, contrairement à certains autres spin-offs. De plus, le réalisateur nous a offert certains plans d'apparence très basiques, mais tout de même avec une certaine puissance évocatrice. Je pense notamment à ces nombreux plans fixes au cadre légèrement déséquilibré avec un ou plusieurs personnages souvent de dos, et au message assez fort. Bref, une série qui a annoncé du très bon dès ses premières minutes. J'ai personnellement beaucoup aimé les 2 premiers épisodes, qui étaient très riches puisque ce sont 2 épisodes d'exposition, et notamment 2 récits parallèles entre nos 2 héros qui les mènent tout droit vers leur destin. Le premier épisode se concentre sur l'histoire de Rick depuis son arrivée à la République civique, et son enrôlement forcé dans ce qu'ils appellent les consignés. Je ne suis pas certain qu'on peut le traduire comme ça, mais on va dire que si pour la vidéo. Le récit commence réellement 2 ans après son sauvetage par Jadis. Rick est un consigné et doit servir pendant 6 ans avant de pouvoir espérer rejoindre la République. Sauf que Rick ne veut pas rejoindre la RC, il veut rentrer chez lui. On le voit tenter à diverses reprises de s'évader et échouer. La première séquence nous montre notamment comment il perd sa main dans une de ses tentatives. Et ce passage est vraiment intense. Outre nous rappeler à quel point Rick est badass, il permettra surtout aux fans de la BD de voir un détail le concernant être enfin rectifié. Car dans l'œuvre originale, Rick perd sa main très tôt, alors que le gouverneur lui tranche la main pour faire passer un message, qu'il est un gros psychopathe. Donc une chose qui aurait dû arriver dans la saison 3 de The Walking Dead. On en apprend également plus sur son passé avec l'histoire de son père qui avait cramé sa ferme. Et c'est plus que tout ce qu'on avait appris sur lui dans The Walking Dead. Plus tard, on va même avoir un scoop sur les envies de carrière de Michonne avant l'apocalypse. Mais on n'en saura pas plus sur ce qu'elle faisait réellement comme taf. Mais ça reste sympa d'en savoir un peu plus sur nos personnages, même si c'est un film. Et c'est vrai que les personnages, en dehors de Rick qui était policier, sont très peu définis par ce qu'ils faisaient avant. Mais là où cet épisode fait également très fort, c'est avec le personnage d'Okafor, interprété par Craig Tate, acteur que je ne connaissais pas du tout, un nouveau personnage au charisme évident et au parcours des plus intéressants. Il serait celui qui a permis la création de la République et son armée en se retournant contre l'armée américaine, éliminant plus de 4000 soldats, dont sa femme, ayant pour mission de détruire Philadelphie au début de l'épidémie. Okafor est ensuite devenu un haut gradé de la CRM et a pris Rick sous son aile ainsi que Sorn, une femme bien badass elle aussi, incarnée par Leslie Ann Brandt, que certains auront reconnu de Lucifer. Et très vite, Okafor nous montre son vrai visage. Apparemment, il ne serait pas totalement convaincu par la politique de la CRM, raison pour laquelle il aurait sauvé et enrôlé ces 2 individus. Un jour, il décide de les emmener dans un stade en ruine, qui n'est autre que le lieu qu'il a bombardé pour sauver Philadelphie, et donc un lieu symboliquement très important pour lui et son combat. Et c'est ici que va se jouer une conversation qui pourrait tout changer. Il tente de leur donner un véritable but à atteindre, but que lui-même ne pourrait pas atteindre sans leur aide. On comprend qu'il veut faire changer les choses de l'intérieur. Il leur parle notamment d'un certain briefing échelon, qui devient alors un des gros mystères de la série. De plus, il leur confie à tous les deux une mission qui va leur permettre de gravir rapidement la hiérarchie pour accéder à ce briefing top secret. Ils seront en charge pendant 1 année de superviser la construction d'une nouvelle base loin dans l'ouest.
la base de Cascadia. Il leur dit également que parfois, une personne ou deux ont le pouvoir mais surtout la responsabilité de tout changer, faisant clairement référence au futur destin de Rick et Michonne. Et c'est vrai que si on n'en sait pas plus à ce moment, on pourrait facilement croire au beau projet de la CRM. On se dit qu'ils n'ont pas forcément tort et qu'ils représentent l'espoir. Et du coup, on comprend plus ou moins le cheminement de Rick. Mais quand on sait ce qu'ils ont fait à Omaha dans World Beyond, on sait que c'est les pires des enfoirés. Ce qui est confirmé juste après dans l'épisode consacré à Michonne. On comprend donc avec cet épisode et cette conversation à quel point le fonctionnement de la CRM est strict, mais aussi un peu stupide. Chose que veut d'ailleurs changer Okafor. Car la CRM refuse d'intégrer les A. Les A, ces individus avec du caractère et de la volonté, ce qu'il appelle des leaders, et seulement les B qui sont des moutons. Et tout ça car en vérité, Bill est juste un mec faible qui a peur de voir son autorité contestée. Mais ça n'en est pas moins absurde, car pour qu'une civilisation perdure et évolue, elle a besoin de vrais leaders. Or, vu que le Major Général est le seul leader fort, son organisation est un château de cartes qui s'effondrerait sans lui. Car sans Okafor, personne ne pourrait reprendre la suite, si ce n'est peut-être Sorn, qui est une A, donc c'est absurde à moyen ou long terme de ne vouloir garder que les moutons. De plus, avec leur volonté de rester cachés, mais aussi les plus puissants, c'est quand même étrange qu'ils ne connaissent pas le Commonwealth ou même Babylone, ou je sais plus trop comment, qui sont deux très grosses communautés du même secteur et qui ne se cachent pas. Ça aurait donc dû être leur première cible avant même de détruire leurs alliés d'Omaha et Portland. Non? Qu'en pensez-vous? De plus, un peu plus tard, Rick y allait enfin s'échapper et rattrapé par son côté héroïque, son grand cœur qui lui fait abandonner son plan pour sauver une petite fille. Car c'est bien toujours notre Rick, celui qu'on connaît si bien depuis si longtemps, un héros. Et bien plus tard, alors que leur base est fin prête et après avoir lutté si longtemps, juste quand enfin il accepte son sort et le projet d'Okafor. Mais ce dernier meurt dans une belle brume rose et leur hélico se crache. Et qui a abattu son hélico? Nul autre que Michonne. C'était le destin. Et c'était génial de voir à quel point il est déstabilisé quand elle le trouve. Il n'y croit pas tellement c'est surréaliste pour lui. Puis l'épisode 2 se concentre sur les aventures de Michonne depuis qu'elle est tombée sur la communauté de nomades, donc en parallèle de celle de Rick. Elle y rencontre notamment Nat, un petit génie hyperactif interprété par Matthew Jeffries à la voix toute fluette faisant un parfait contraste avec Okafor à la voix très grave et au caractère très posé et réfléchi. Donc Nat, un personnage plutôt intéressant là aussi qui va l'aider et la guider dans sa recherche de Rick. Jusqu'à ce que leur petit groupe ne soit exterminé par un hélico de la CRM qui ne cherche même pas à comprendre qui ils sont et les gaz. Une séquence plutôt horrible où on les voit tous succomber à l'arme chimique à l'exception de Michonne et Nat, qui vont tout de même mettre près d'un an à s'en remettre. Ainsi, les chronologies de Rick et Michonne tendent l'une vers l'autre. Et en même temps, chacun des deux, de son côté, écrit des lettres sous la forme d'un journal racontant leur expérience durant toutes ces années. Encore un effet de miroir, de récits parallèles qui renforce l'implication du spectateur et permet accessoirement de tout raconter sans que ça fasse trop artificiel. Tout comme le fait que Michonne perd elle aussi son mentor, celui qui l'a aidé et guidé pendant ces temps troublés, faisant là encore écho à Rick et Okafor. Mais le plus triste, c'est que ces deux personnages étaient plutôt très bien écrits et très bien interprétés. Et c'est dommage qu'il n'ait eu droit qu'à un épisode chacun pour exister. De plus, ce qu'il y avait de vraiment cool dans les retrouvailles de Rick et Michonne, c'est de voir à quel point il a toujours son esprit affûté. Très vite après avoir demandé des nouvelles de Judith, il dit qu'il n'est pas avec eux. Encore heureux. Et surtout, il donne toute une flopée d'instructions à Michonne pour ne pas que la CRM fasse le lien entre deux. Et pour le coup, il pense vraiment à tout. Rick réfléchit toujours aussi vite et efficacement, ça m'avait manqué. Et donc, une fois réunis, Rick et Michonne vont enfin pouvoir s'en aller de ce nid de vipères. Sauf que c'était sans compter sur cette connasse de jadis qui débarque et va tout foutre en l'air. À commencer par la couverture de Michonne. Il va donc falloir se débarrasser d'elle, et vite. Sauf qu'évidemment, ça ne sera pas si simple. Bref, je suis passé un peu vite sur ces deux premiers épisodes, qui je le redis étaient vraiment top, ces deux histoires en parallèle qui finissent par entrer en collision et au bon moment. Un véritable coup du destin. On entre ensuite un peu plus dans les détails de la vie de consignés avec Michonne et surtout de soldats de la CRM avec Sorn et Rick. Sorn qui va d'ailleurs très vite avoir droit à une promotion et au briefing échelon, et là elle va commencer à changer pour totalement embrasser la cause de la CRM. Elle tente même de s'éloigner du plan d'Okafor, faisant encore plus monter notre envie d'en découvrir plus à ce sujet. Mais malheureusement, on va être déçus. Et évidemment, Rick va tenter de faire partir Michonne, de la libérer d'un destin similaire au sien, mais c'était sans compter sur la volonté de faire de Michonne. Elle a quitté ses enfants pour retrouver et ramener Rick chez eux, donc il était impossible qu'elle accepte de partir sans lui. Surtout qu'elle va très vite se rendre compte que quelque chose cloche. Il a changé, quelque chose semble brisé en lui. Et déjà, en cela, la série fait très fort avec cette relation très intense entre nos deux héros. Comme avec le passage des portraits sur les téléphones qui prouve que Rick est toujours là quelque part, que malgré le fait qu'il ait baissé les bras, il n'a jamais perdu espoir au fond de lui, renforçant encore la volonté de Michonne de le sauver à tout prix.
Et Sorn lui fait même le discours de recrutement d'Okafor. Michonne s'en sort d'ailleurs super bien pour répondre comme il faut, même si pendant un instant on s'inquiète un peu pour elle. Et dès cet instant, on voit apparaître une relation en miroir entre Michonne et Sorn. Un élément très important et très intéressant de la série. Deux femmes très fortes, à la volonté de faire, mais une qui a baissé les bras et accepté la CRM, en opposition à une qui ne l'acceptera jamais et ne baissera jamais les bras. Car pour elle, l'espoir est permis, elle a trouvé Rick, sa mission n'en est donc que plus concrète. Et donc un changement chez Rick qui va se confirmer à la fin de l'épisode 3 quand il apprend qu'il va bientôt avoir droit au briefing et qu'il pète un câble pour pousser Michonne à partir sans lui. Sauf que la plus badass des femmes badass va carrément le balancer d'un hélico pour avoir l'occasion de discuter 5 minutes avec lui. Bien joué Michonne. Ce qui va mener à un épisode 4 à la fois très lent et contemplatif en quelque sorte, mais malgré tout très fort émotionnellement. Et surtout capital pour l'évolution de l'intrigue. Car après leur saut de l'hélico, ils se retrouvent dans un appartement qui s'avère être l'endroit idéal pour faire une pause, et le point entre eux. Surtout qu'ils découvrent, au petit matin, que leur hélico s'est crashé, les faisant donc passer pour morts sans difficulté. Mais évidemment, Rick ne veut plus fuir alors que c'est l'occasion. Et comme elle l'avait déjà compris, Michonne va devoir se battre contre le conditionnement qu'a subi son homme pendant toutes ces années. Et en ça, ils sont très forts à la CRM car il ne s'est même pas rendu compte qu'il avait changé. Ça s'est fait insidieusement. Pour lui, ça s'est notamment traduit par la disparition de ses souvenirs de Carl et même plus tard de Michonne. Tout ce temps, loin d'eux, à se faire bourrer le mou, ont eu raison de sa mémoire et donc de sa volonté. Bien qu'il pensait toujours consciemment vouloir s'enfuir, inconsciemment, il s'était résigné. Ce n'était donc pas vraiment un mensonge lorsqu'il a accepté la mission d'Okafor. Et ceci, ajouté à la menace de jadis, est le coup de grâce pour l'esprit de Rick, qui ne sait plus où il en est. Il ne s'intéresse pas du tout à son fils par exemple, comme pour se protéger de cette perte qui n'a pas encore eu lieu. Ou du bonheur qui pourrait renaître en lui et le détruire définitivement, une fois perdu, encore. Mais l'amour étant une force sans pareille, Michonne va réussir à le convaincre, non sans lutter, de repartir avec elle. Et c'est très mignon, on voit notamment le désir renaître dans les yeux de Rick. Ce qui le déstabilise grandement là aussi, car il avait renoncé à elle, et au bonheur, pour sa mission. On a d'ailleurs enfin de véritables retrouvailles entre les amoureux, avec une partie de jambes en l'air très touchante quand il envoie la sauce un peu trop vite. Bichette, ça doit faire tellement longtemps pour lui. Après, on lui a pas coupé la main droite, donc bon. Mais, blague à part, c'était très émouvant de les voir se retrouver, avec notamment toutes les conversations qui suivent. Par exemple, à propos de RJ, son fils, qui ne lui avait presque pas fait d'effet, mais là, enfin, il pose des questions à son propos. Et ce qui ressort malgré tout, c'est que Rick décide de rester, pas seulement à cause de sa volonté qui a été brisée, mais à cause du héros qui sommeille en lui. Il est conscient de la vilainie de la CRM et souhaite donc les arrêter. Alors pour ça, il doit accéder au briefing échelon et changer les choses de l'intérieur. Enfin, niveau symbolique, dans cet épisode, la destruction de l'hélico qui mène à la destruction du bâtiment tout entier est une parfaite allégorie de la CRM. En détruisant toute trace de leur existence pour conserver le secret, ils détruisent ce qui pourrait être un refuge potentiel pour beaucoup de survivants. Un bâtiment autonome alimenté en électricité et en eau, dans lequel pourrait donc vivre beaucoup de monde. Mais ils refusent d'accepter que d'autres qu'eux puissent survivre. Cet épisode de thérapie pour Rick s'achève alors qu'il accepte enfin de s'ouvrir et de parler de ce que la CRM lui a pris. Et donc les deux amoureux partent enfin ensemble avec pour objectif commun de retrouver leur famille. Et j'ai notamment trouvé très sympa le clin d'œil de l'ascenseur qui dit que l'échec n'est jamais une option pendant que les deux s'enfuient et se roulent des pelles. Mais encore une fois, c'était sans compter sur jadis. En effet, alors qu'ils sont en road trip en amoureux à travers les États-Unis, on retrouve nos héros tels qu'on les avait connus. Et ce, avec de bonnes vibes de la série originale. Mais sans trop de personnages, donc on se concentre vraiment sur leurs relations, leur complémentarité et leur synergie. Et comme l'a dit jadis plus tôt, ils sont clairement inarrêtables quand ils sont ensemble. Elle va d'ailleurs finir par en payer le prix. Et ils sont tellement badass qu'à un moment, ils sauvent un groupe qui tente même de les dépouiller en retour. Et là, ils leur font juste la morale. Soyez gentils et on vous laisse en vie. Mais on reprend nos ramen parce que, vous méritez pas. J'ai trouvé ça très sympa de montrer de cette façon à quel point ils sont au-dessus du reste du monde. Ils sont clairement les survivants ultimes. Donc, ceux qui vivent. On découvre aussi des flashbacks de jadis, retournant voir Gabrielle une fois par an. C'est sympa, on comprend qu'elle aussi était tiraillée entre son allégeance à la CRM et ses sentiments d'être humain. Mais ça permet surtout son retour dans cet épisode traquant Rick et Michonne. C'est toutefois un peu bizarre de voir avec quelle facilité elle les a retrouvés, même si c'est justifié, car elle reste une traqueuse hors pair, donc ça passe. Et l'épisode road trip en amoureux devient alors un jeu du chat et la souris entre eux et jadis. Mais malgré son esprit tordu, ses manipulations et ses menaces, c'est elle qui va perdre. Elle parle notamment d'une personne proche qu'elle a tuée, qui l'avait aidée à devenir qui elle est. Et naturellement, on pense à Gabrielle vu que la série nous le montre et qu'elle tente même de le liquider. Mais il s'agirait plutôt de Huck, ma super copine de World Beyond.
Et enfin, elle finit comme elle le mérite, mordue en tentant de buter Rick et Michonne, le karma. Et une fois sa mort devenue inéluctable, elle baisse sa garde, se laisse rattraper par ses émotions et révèle à nos amoureux l'emplacement du dossier. Et en réponse, Michonne a même l'honnêteté de lui dire leur plan pour anéantir la CRM. Comme ça, c'est clair. Donc on a enfin une conclusion, et une conclusion satisfaisante pour l'arc narratif de Jadis, qui aura couru sur pas moins de 3 séries différentes. Et il était temps que son histoire s'achève, elle avait déjà fait suffisamment de dégâts. Et maintenant, vous l'avez compris, on va s'attaquer au gros morceau de la série, son final sur lequel il y a pas mal de choses à dire. Un épisode plutôt intense et dense qui clôture en vitesse l'arc CRM de The Walking Dead, mais toutefois avec cohérence, ce qui n'est pas rien. Notre couple chéri rentre donc à la base de la cascade avec 2 objectifs bien distincts, chacun sa mission. Michonne doit trouver et détruire le dossier de Jadis sur Alexandria, pendant que Rick doit recevoir le briefing échelon, enfin, et voir ce qu'il en résultera. De son côté, malgré le stress, Michonne réussit plutôt facilement sa mission. Mais surtout, elle se retrouve à assister au briefing de mission concernant l'attaque sur Portland prévue pour le lendemain. Et sans avoir eu le pitch échelon, elle comprend quels sont les véritables projets de la CRM, avec notamment l'enlèvement des enfants de Portland juste avant le génocide. Et Rick rentre officiellement à la base, confirmant son allégeance aux yeux de Bill et Sorn. Sorn qui se réjouit de son retour, et alors qu'il se rend au briefing échelon qu'on attendait avec impatience, elle laisse entendre qu'elle n'est plus vraiment d'accord avec la volonté d'Okafor de faire changer les choses. Elle aurait donc totalement embrassé la cause de Bill, faisant alors d'elle aussi un ennemi pour Rick et Michonne. Quoi qu'il arrive, elle ne peut rester en vie car elle deviendrait la remplaçante à la tête de l'armée. Et concernant le briefing échelon, c'était plutôt une belle déception. Je m'attendais à une énorme révélation vu l'impact que ça a sur les gens qui l'ont entendu. Mais au final, c'est juste le même discours que tous les autres antagonistes de la franchise. S'emparer de toutes les ressources pour être les seuls à survivre. Et Bill utilise la peur de la mort pour déstabiliser son interlocuteur, plus le privilège que représente cette conversation. C'est donc une parfaite recette pour la manipulation. Une fois le soldat flatté dans son ego, puis effrayé par cet apocalypse sans issue, il est prêt à tout accepter pour faire partie des survivants et protéger l'avenir. Sauf que Rick est un A et qu'il a été retapé par Michonne, donc il a les épaules. On a donc l'explication justifiant les secrets absolus et les actes immondes perpétrés par les rouges de la CRM. Mais c'est tout de même plutôt banal comme grande révélation finale. Car en plus, Michonne a eu les mêmes infos, et peut-être même plus que Rick avec son briefing avec Bill. Le major général qui est donc en réalité un homme pessimiste et peureux, plutôt que ce grand leader qu'on avait voulu nous faire croire. Il est défaitiste et explique donc son plan horrible par cette certitude. Il se justifie aussi par ce choix difficile de sacrifier Pittsburgh pour sauver Philly, mais ça n'en fait pas un héros. Au contraire, il tente de trouver du sens à un acte impardonnable. Et quand il voit dans les yeux de Rick qu'il va le buter, c'est déjà trop tard. Rick le tue avec sa propre épée, le symbole de sa toute-puissance dans son armée. Et le plus ironique, c'est qu'il fait aussi de son cadavre vivant l'instrument de la fin de la CRM. En effet, il est rejoint par Michonne qui a pris conscience de l'importance d'arrêter la CRM, c'est même elle à présent qui le convainc d'aller jusqu'au bout plutôt que de s'enfuir, et ensemble, ils vont les exterminer, tout bonnement et simplement. Et en vrai, leur plan se tient. C'est vraiment pas bête et ça reste logique. Détruire leurs armes et les gazer par la même occasion. Leur plan pour mettre fin à tout ça, bien qu'un peu facile, reste très logique. Tous les soldats en rouge sont présents sur cette nouvelle base, donc tous les membres de la CRM, au courant du plan machiavélique de Bill, et donc complices, sont réunis au même endroit. C'est clairement le meilleur moment pour agir. En plus, la présence de tous les missiles et les réserves de gaz représentait une trop bonne occasion. À croire que la CRM avait tout fait pour leur tendre la perche. Mais ça n'empêche que ça reste un peu trop facile et surtout rapide. La CRM, teasée depuis bien longtemps et même plusieurs séries, pour laquelle on avait dû subir World Beyond, s'avère n'être qu'un feu de paille. Même l'excellent Terry O'Quinn, alias le Major Général Bill, est un vrai flop. Mis à part son talent pour la manipulation, il n'aura clairement pas eu l'occasion de briller. J'aurais personnellement adoré que cet épisode 6 se finisse sur un retournement de situation dans lequel Bill renverse la vapeur en reprenant la main. Ou alors, vu que la série n'était prévue que sur une saison, peut-être qu'il aurait fallu lui donner l'occasion de faire un coup de maître avant la fin. Car là, il n'est clairement pas un antagoniste à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer et espérer. Très loin derrière le gouverneur ou même Negan. Moi qui pensais qu'il allait se hisser sur le podium des enfoirés, c'est raté. Mais Sorn, qui comprend au dernier moment, se pose finalement en boss final. Ce qui, en fin de compte, était plutôt pas mal. Elle est à la fois l'amie de Rick, mais aussi, comme je le disais, le miroir de Michonne. Sauf que lors de l'explosion, ok, elle porte un masque pour se protéger du gaz, mais pour ce qui est du souffle de l'explosion, je ne vois pas trop comment elle aurait pu y survivre aussi proche du foyer de détonation. Mais elle finit finalement transpercée par l'épée de Bill maniée par Michonne. Comme quoi, la boucle est bouclée. Et une fois tout terminé, y compris Sorn, les auteurs ont voulu nous faire croire une minute que Rick était mort. Mais non, car l'amour ne meurt jamais.
Ça pour le coup c'était un peu gnangnan, mais bon. Et donc tout est bien qui finit bien, juste comme ça. Une fois les 3000 rouges éliminés, la CRM passe sous le contrôle de la République civique, qui s'ouvre ensuite au reste du monde et surtout lève l'interdiction de partir. Ainsi, après le retour de Rick et Michonne, Alexandria et le reste du Commonwealth vont probablement rejoindre l'alliance de la RC et de Portland. Et ainsi, tout le monde vivra heureux pour toujours. En conclusion, cette série a vraiment été captivante et palpitante, malgré une action en retrait dans certains épisodes. Une série avec ses révélations qu'on attendait tous depuis si longtemps que c'était plutôt facile de se laisser prendre au jeu. Avec son casting au top niveau et sa réal très soignée, ça a été un véritable plaisir. Tout au long de cette mini-série, c'était super de voir Rick et Michonne se retrouver, se réapprivoiser et retomber amoureux. Et ce, encore plus fort qu'avant. C'est en ça que la série se classait comme romantique, ce qui m'inquiétait un peu avant de la voir. J'ai aussi beaucoup apprécié cette présence invisible de Carl qui rappelait le bon vieux temps. Et bien que le final ouvre moult débats, c'était tout de même très beau de voir cette happy ending avec les retrouvailles avec les enfants. Et dans le fond, s'il y a une chose qui aura été décevante dans The Ones Who Live, c'est bien le général Bill et son armée, qu'on nous avait présenté comme toute puissante et imbattable depuis des années pour finalement être vaincu si facilement et surtout rapidement. Même si je le redis, les circonstances et le plan de Michonne étaient parfaits, à peu près. Donc à présent, la franchise et tous nos espoirs sont entre les mains de Daryl et Carol, dont j'attends les retrouvailles prévues pour cet été avec une très grande impatience. Mais aussi, car il ne faut pas les oublier, de Negan et Maggie dans Dead City, pour qui j'ai des sentiments un peu plus mitigés. À présent à savoir si, comme on nous l'avait laissé penser, tous ces spin-offs vont finalement se regrouper pour un grand final de The Walking Dead. Même si là encore, avec la CRM neutralisée, je ne vois pas vraiment ce qu'ils pourraient trouver de pire. À moins qu'on ne revienne enfin au véritable ennemi de la saga, les morts qui marchent.